Donc, en deux mots, je vais d'abord me présenter. Mon nom est Eric Fessler. Je suis un des fondateurs et directeur de la société Odaxis. Société Odaxis qui, si on voulait la résumer, est une société est un intégrateur de solutions open source. Aujourd'hui, je voulais un peu vous expliquer comment est-ce que, à partir de Drupal, on a créé, ou on a en tout cas essayé d'élaborer une plateforme de publication digitale spécialement pour les groupes de presse. Alors avant de rentrer dans le détail, peut-être un peu d'historique. En fait, en 2010, donc c'est ça à peu près 3 ans, le groupe de presse Rossel a décidé de revoir tout son système d'information éditoriale. Et pour ce faire, ils ont voulu se baser sur essentiellement 3 piliers principaux, qui étaient un système éditorial. Donc, pour un titre d'information, le système éditorial, c'est l'outil qui permet aux journalistes de saisir le contenu et de créer le journal derrière. Une plateforme de publication digitale, parce qu'aujourd'hui, le journalisme ne s'entend pas sans une publication digitale, que ce soit sous la forme d'un site web, que ce soit sous la forme d'une application, que ce soit sous la forme de flux RSS, etc. Et d'un outil complémentaire qui est ce qu'on appelle un DAM ou un Digital Asset Management System, puisqu'il faut savoir quand même que les groupes de presse créent beaucoup de contenu, que ce contenu a une certaine valeur, c'est une richesse. Je veux dire, si aujourd'hui vous recherchez de l'information sur ce qui s'est passé il y a 10 ans ou 15 ans sur un thème particulier, que ce soit par exemple sur le Théâtre National Belge ou même sur l'Université libre de Bruxelles ici, il y a de fortes chances que dans les archives des groupes de presse, vous retrouverez un certain nombre d'informations avec une certaine valeur ajoutée. Donc, le groupe Rossel voulait revoir son système d'information et le baser sur ces 3 piliers. Ces 3 piliers, bien entendu, doivent communiquer entre eux de manière parfaitement intégrée. Alors, dans le cadre de la présentation aujourd'hui, on va s'intéresser essentiellement à la partie publication digitale, avec le système éditorial où le journaliste publie le contenu, et la plateforme digitale, dont le but était vraiment de faire une plateforme digitale multicanaux, c'est-à-dire avec la possibilité de publier sur différents supports numériques, que ce soit l'application, comme je disais tout à l'heure, une application iPhone, un site web. Donc quand le groupe Rossel a pris cette décision-là, évidemment, ils étaient face à un certain nombre de challenges, ils avaient défini un certain nombre d'objectifs. Le premier était de disposer d'une plateforme relativement flexible. Il faut savoir aujourd'hui qu'un site d'information, comme celui du Soir, comme celui des sites de Sud Presse, puisqu'on parle des sites du groupe Rossel ici, sont des sites qui évoluent relativement rapidement. C'est-à-dire d'année en année, ils évoluent assez bien. Ils évoluent aussi pour suivre les tendances actuelles utilisées pour faire le rendu de l'information. Le rendu qu'on utilise, la manière de faire des suivis commentés, par exemple, de matchs a évolué entre ce qui se faisait il y a 3 ans et ce qui se fait aujourd'hui. Donc, il fallait une solution relativement flexible pour pouvoir s'ouvrir à ces nouvelles technologies, à ces nouveaux médias. Et c'était un des points relativement importants pour eux. Deuxième point, c'est clair qu'il fallait une plateforme relativement performante. Quand on regarde un site tel que les sites de Sud Presse ou les sites du Soir, ce sont des sites sur lesquels il y a régulièrement, je crois que le site de Sud Presse fait à peu près 250 000 visiteurs uniques par jour, ce qui n'est pas peu, c'est plus d'1,5 million de pages vues par jour. Donc il faut des solutions qui derrière permettent de fournir cette information sans que le système ne se plante, bien entendu. Troisième point, c'est l'ouverture. L'ouverture est un élément, sincèrement, que je crois essentiel, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que l'aspect libre permet justement cette ouverture-là, puisqu'on a la possibilité d'analyser le code, la possibilité de le modifier, et donc la possibilité de l'adapter en fonction des besoins. Et également, pour la même raison qu'il fallait que la plateforme soit flexible, l'ouverture d'une plateforme, ou l'accès déjà au code source et la possibilité de le modifier, est quelque part garant de la possibilité de la faire évoluer en fonction des tendances du marché ou des tendances technologiques du moment.
Et enfin, le troisième élément, c'est celui dont vous avez vu tout à l'heure sur le schéma, c'est le fait qu'il fallait une solution relativement intégrée, ou en tout cas intégrable dans l'ensemble du système d'information du groupe. Et le choix s'est porté sur Drupal. Alors, on a donc entamé le chemin pour atteindre ces objectifs. Alors, c'est vrai qu'ici, c'est le chemin vers l'Everest, c'est peut-être un peu ambitieux. Le chemin n'a pas été aussi semé d'embûches que peut être celui de l'Everest, mais c'est vrai qu'on a quand même un peu travaillé et pour arriver à créer cette plateforme. Alors, on peut se poser la question de pourquoi Drupal ? Pourquoi pas un autre CMS? Pourquoi pas partir de zéro? Pourquoi pas recréer le code? Beaucoup de groupes de presse recréent eux-mêmes leur propre CMS. Alors la première raison, c'est que, tout d'abord, moi je suis un peu paresseux, je déteste réinventer la roue. Et en plus de ça, en général, il y a toujours un élément qu'on oublie. Soit on se focalise sur la manière de faire le rendu et on oublie de faire une admin correcte pour les journalistes, soit l'inverse, on travaille beaucoup sur l'admin mais moins sur les éléments de rendu. Donc déjà, réinventer la roue, c'était pas tellement notre but. Deuxième raison, c'est que Drupal est en fait quand même une solution qui est relativement éprouvée. Il y a, alors en date début d'année, début 2013, il y avait à peu près plus de 800 000 sites qui tournent avec Drupal. C'est quand même quelque chose, ça prouve quand même que la solution fonctionne. C'est une solution ouverte. Il faut savoir qu'il y avait plus de 20 000 add-ons créés par la communauté qui sont utilisables sur les différentes instances. Lorsqu'on installe Drupal, on a accès à ces 20 000 modules. Alors, ces 20 000 modules ne sont pas à prendre comme ça tels quels parfois. Il faut parfois les prendre et vérifier que dans le cadre d'une certaine utilisation, ils vont être possibles et ils vont être plutôt adaptés. Principalement, là, il y a le problème de la performance. Je reviendrai tout de suite, je dirai 2-3 mots sur les aspects de performance auxquels on a eu à faire face et comment on a essayé comment on les a résolus. Alors, je ne rentrerai pas trop dans la technique. Pour ceux qui ont des questions techniques, ils peuvent me voir un peu par après. Donc, on a créé une architecture modulaire. Cette architecture modulaire, elle s'est appuyée essentiellement sur 4 étages. Le premier étage, c'est la base de Drupal. Alors, on n'est pas parti de la base de Drupal pure et dure, on est parti d'une distribution un peu particulière qui s'appelle Pressflow, puisqu'elle permet une répartition des charges sur plusieurs bases de données. On a bien entendu utilisé toute une série de modules de la communauté. Je peux citer les modules tels que Panel, etc. Donc, qui étaient simplement des fonctions dont on avait besoin et qui nous permettaient de ne pas réinventer la roue, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, on a développé toute une série de modules spécifiques au monde de la presse, en tout cas spécifiques à ce que l'on voulait faire dans le monde de la presse. Que ça soit de l'éditorialisation de contenu, que ça soit de l'ouverture par rapport à l'importation de contenu venant de l'extérieur. Je montrerai quelques exemples de modules là tout de suite. Et ensuite, des modules, ce qu'on appelle, nous, des modules dans le jargon Drupal, des modules de theming ou des modules d'intégration, de manière à pouvoir faire le rendu, que ce soit des rendus de type site web, des rendus de type site plus adapté au mobile, voire des sites éventuellement responsifs, voire même des sites plus orientés dans le cadre d'applications style application HTML5. Et on a packagé le tout dans une distribution qu'on a appelée PDPI 24/7. On est en cours actuellement d'essayer de packager le tout un peu plus avec un peu plus de documentation de manière à pouvoir la réaliser comme une véritable distribution Drupal sur le site drupal.org. C'est un travail qui est en cours pour le moment, mais qui demande quand même pas mal d'efforts. Et vous savez très bien que documenter et expliquer ce qu'on a fait est probablement la dernière chose qu'un codeur aime bien faire. Et c'est pour ça que ça prend le plus de temps en général. Mais on essaye d'y consacrer un minimum de temps quand même. Quelques modules, ce qu'on a développé, bon, c'est des modules genre tout ce qui est, on a défini bien entendu des types de contenus bien particuliers de manière à supporter l'ensemble de ce qu'on voulait faire autour de la presse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un article? Un article, ça a des liens, un article, ça a des médias qui y sont compris dedans, qui sont liés avec. Un article doit pouvoir pointer vers d'autres articles. Donc on a défini toute une série un contenu générique qui traite, on va dire, 80% des cas du contenu de la presse,
et on en a fait un module à part entière. Second module, c'est qu'on a revu, on a fait un peu une extension au module Feeds qui existe actuellement dans la communauté. C'est un module qui permet de faire une importation, du moins qui est une base à l'importation de n'importe quel contenu XML. Pourquoi parce que dans notre cas, il nous fallait s'intégrer au système éditorial, le système de création de contenu, puisque Drupal, dans ce cas-ci, est vu comme essentiellement une plateforme de publication. Il n'est pas vu comme une plateforme d'édition. Un des objectifs du projet était aussi de donner aux journalistes la possibilité de ne plus avoir affaire à 10, 15 outils différents. Et ne pas devoir, comme c'était le cas auparavant, je crée un article pour le journal, ensuite je fais un copier-coller, je remets ça dans un éditeur web pour un article plus orienté pour le web, ensuite je fais un copier-coller et puis je vais dans TweetDeck et j'essaie de faire un tweet sur l'article. L'idée ici, c'était vraiment qu'à partir d'un outil, il puisse créer son contenu, choisir comment il voulait le publier, le tout est envoyé à la plateforme de publication digitale, en l'occurrence ici Drupal, qui lui se charge de mettre en forme pour le web, de créer les flux pour les applications mobiles, de pousser l'information sur Twitter ou sur Facebook si le journaliste a décidé de l'envoyer sur Facebook. Donc ce module d'import est un module relativement essentiel dans la distribution. D'autres modules avec des noms un peu plus bizarres, comme Flow to Notes, il faut savoir que dans un groupe de presse comme Orocel, l'intégration des sites entre eux est un élément important. Et donc la possibilité de créer du contenu sur son propre site à partir d'un RSS, d'un feed RSS qui vient d'un site partenaire est un élément important également. Donc on a comme ça créé deux modules, Flow2Node et FlowMix, qui sont deux modules d'agrégation, on va dire, de flux RSS. Et enfin, deux autres outils plus axés sur le métier de la presse. Le premier, c'est tout ce qu'on a fait autour de l'aspect éditorialisation. Alors pour ceux qui connaissent Drupal, vous savez qu'il existe des outils pour ordonner, on va dire, l'information sur une page, définir quelle est celle que je veux mettre au-dessus et ainsi de suite. Dans le monde de la presse, cette problématique est importante puisque c'est le rôle du journaliste, c'est justement en plus de décoder l'information, mais c'est aussi d'estimer quelle est l'information la plus importante. Et l'information la plus importante n'est pas toujours la dernière information. Et donc, on a développé toute une série d'outils qui permettent aux journalistes de mettre en avant telle ou telle autre information avec des automatismes qui fait que il ne faut pas s'arrêter toutes les heures pour dire bah, tiens, je remets en ordre ma une. Quelque part, ça se fait au fil de l'eau avec une série de logiques, une série d'algorithmes derrière. Et enfin, dernier module en date, qui est à peu près un des modules les plus jeunes, les plus récents que l'on a conçus, c'est ce qu'on a appelé le scheduler. Le scheduler qui permet de faire un snapshot du contenu. Alors c'est un cas un peu particulier, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'édition de 17h du soir. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, l'édition de 17h du soir, c'est quoi? C'est une publication entièrement digitale, mais qui, contrairement à un site web, a une clôture. C'est-à-dire que le journaliste prépare le journal, décide quelle est l'information à mettre en avant, exactement comme un journal papier, et à 17h, on fait une clôture. C'est-à-dire qu'on fait un snapshot de l'état de l'information, et cet élément-là reste jusqu'à la prochaine édition. Alors actuellement, le soir, travaille sur des éditions chaque fois de 24 heures, mais on pourrait passer à des éditions de 12 heures. Le pourquoi de la chose, c'est pour dire, d'un côté, j'ai des aficionados du web, qui sont sur le web tout le temps, et donc qui veulent avoir, eux, des informations qui sont régulièrement mises à jour, et c'est le but de l'information d'un site tel que le site du soir en ligne. Mais à côté de ça, j'ai des gens qui n'ont pas cette habitude d'aller sur le web tout le temps et qui veulent à un moment donné, le soir, ils rentrent chez eux, ou le matin, dire tiens, quelle est l'information du jour? De la même manière que on regarde le journal parler, certains regardent les chaînes d'infos en continu, certains regardent les journaux parlés du soir, les journaux télévisés, pardon, du soir. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un snapshot de l'information, avec en plus de ça, une analyse un peu plus poussée. Évidemment, c'est aussi une manière de rendre cette information avec une certaine valeur ajoutée, et donc de pouvoir demander un peu d'argent autour de ça. Donc voilà, ça, ce sont les différents modules qu'on a. Il y a bien entendu toute une série d'autres modules, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça n'a pas tellement d'importance par rapport au sujet. Mais donc l'idée, c'était vraiment de refaire une distribution autour du sujet. Alors je vous avais promis de parler un peu de performance. Alors c'est vrai que pour ceux qui connaissent Drupal,
La performance autour de Drupal a toujours été un sujet de discussion assez... je veux dire, si on regarde sur le net, si on regarde sur les forums, il y en a qui disent que Drupal est lent, d'autres disent que c'est pas vrai, puis d'autres disent que mais si, il est lent, d'autres que non. En fait, Drupal, c'est une merveilleuse boîte à outils. Mais comme toute boîte à outils, on peut très bien faire de beaux trucs, comme on peut faire des trucs très laids. Et en général, ceux qui disent que Drupal est lent, c'est parce qu'ils ont fait dans le code une petite bidouille qui fait qu'ils ne sont pas fait attention et qu'ils ont créé la lenteur. Et ceux qui disent que Drupal est rapide, ben, c'est qui? C'est en général les sociétés qui connaissent très bien Drupal. À la limite, bien entendu, les sociétés comme Akia, dont Dries Buytaers, le fondateur de Drupal, fait partie. Eux connaissent Drupal sur le bout des doigts et donc, fatalement, eux connaissent tous les trucs et astuces pour éviter les petits ennuis de performance. Alors, deux éléments peut-être dans notre cas, et que je profite de partager avec vous, sur lesquels nous on a travaillé pour les aspects de performance. D'abord, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle le caching. Puisque Drupal est un CMS dont le contenu est en base de données, c'est clair qu'à chaque fois qu'on affiche une page, il faut aller rechercher du contenu. Afficher une page 1 comme celle de SudPress ou une page 1 comme celle du soir, sans cache, c'est à peu près près de 200 requêtes SQL dans la base de données. Ça vous donne une idée. Si vous faites ça à chaque fois, c'est vrai que ça peut être très lent au bout du compte, ou alors il faut vous donner des grosses machines. Donc le cache est essentiel. Dans le cadre de la plateforme digitale qu'on a mise en œuvre, on a essayé de travailler sur deux aspects, comme je le disais. Le premier, c'est la répartition de la charge au niveau de la base de données. Et donc c'est pour ça qu'on a utilisé Pressflow, puisque Pressflow permet de travailler avec un système de master-slave au niveau des bases de données, donc répartir la charge des queries. Donc les 200 queries, au lieu d'être sur une même base de données, elle est éclatée sur 2, 3 ou 4 bases de données. Ensuite, le cache de Drupal par défaut est un cache qui va en base de données. Donc finalement, si à partir du moment où on met du cache pour éviter les accès aux bases de données, mais qu'on met ce cache en base de données, mais quelque part on tourne un peu en rond. Donc il y a la possibilité, il existe des modules et on a intégré ces modules, on les a un peu améliorés sur certains aspects. Du coup, on n'a pas amélioré les modules, on a amélioré la gestion du module autour de ces mêmes caches pour mettre le cache en mémoire. Et de ça, déjà là, on adapte, on accroît un peu la scalabilité de la solution. Et enfin, dernier élément de caching, ce qui est lent aussi dans une architecture telle que celle-ci, c'est la création de l'ensemble des pages. C'est tout le code PHP qui va tourner pour essayer d'assembler tous les blocs et les agréger. Donc, mettre devant une solution telle que Varnish, donc ce qu'on appelle un reverse proxy cache, est quelque chose qui permet d'atteindre des montées en charge telles que celles qu'on peut connaître sur un groupe de presse. Et cette architecture-là, aujourd'hui, nous a permis quand même, en termes de réalisation, en 24 mois, de déployer 9 sites d'information. Ce sont l'ensemble des sites du groupe SudPress, Rossel et La Voix du Nord. Ces sites livrent de l'information chaque jour à plus de 600 000 visiteurs et l'ensemble des pages vues est à peu près de plus de 3 millions, si j'additionne le tout. Et tout ça, évidemment, grâce à Drupal. Voilà, c'était un peu... L'idée aujourd'hui était de partager cette expérience-là. Alors, on est aux Rencontres mondiales du libre. J'ai utilisé un certain nombre de photos, donc rendons à César ce qui appartient à César. Je me suis quand même permis et senti, pas obligé, ça fait partie du jeu, de mettre les crédits photos que j'ai utilisés. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon... Oui. Il n'y a pas d'intégration avec l'imprimé, alors, dans le cadre du groupe Rossel, non. Pourquoi? Parce que le groupe Rossel avait décidé, déjà partant d'un système éditorial propre, on s'est axé principalement sur la plateforme digitale. Maintenant, c'est vrai que dans le monde de la presse, le métier évolue. Et vous avez peut-être déjà entendu la notion de web first et après le papier, ou d'abord le papier first et puis le web. On travaille actuellement avec un autre partenaire, un partenaire italien, dont le but est vraiment d'utiliser également le CMS, donc Drupal, comme outil d'édition, pour créer d'abord l'information sur le web, ensuite faire une présélection de certains articles,
et les pousser vers le papier pour en faire une mise en forme, pour faire un journal quotidien par après. Mais c'est un mode de fonctionnement qui n'était pas celui recherché par le groupe Rossel, et c'est pour ça que j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est une évolution actuellement dans le monde des CMS et dans le monde de la gestion du contenu journalistique.